Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo pour un épisode, comment dire, historique, une première. On va couvrir évidemment ce grand dévoilement hier jeudi du CF Montréal, Club de foot Montréal qui remplace l'Impact, même club, image et nom différents. On va en parler au cours des prochaines minutes. On parlera également d'un certain Wayne Rooney qui a décidé de prendre sa retraite officiellement de joueur pour devenir entraîneur à temps plein et on répondra à vos questions lors des sujets chauds en fin d'épisode. Messieurs, d'abord, comment ça va? Merci, ça va et toi? Bien, ça va, Ça merci. va super bien. Ah, j'ai une petite hésitation là, de la part de Sid. J'adore ça. J'ai tellement hâte de vous entendre. Les gars, on va commencer, si vous le voulez bien, par notre segment en temps additionnel parce que le gros de l'émission aujourd'hui sera consacré à ce dévoilement de, de tout. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui avaient coulé. Le logo lui-même avait coulé, mais ce qu'on voulait surtout, c'était les explications. Les explications de Kevin Gilmore, celles de Joey Saputo, celles de Justin Kingsley, qui est un co-directeur à la création, à l'Impact, qui nous ont présenté la genèse, la réflexion derrière ces décisions-là. Ma question pour toi, Sid, qu'est-ce que t'en dis, Gandhi? J'en dis que finalement, moi, ma fameuse question n'a pas été répondue. Je comprends pas vraiment encore pour qu'est-ce qui n'allait pas avec l'Impact de Montréal. Le constat des 2 ans de recherche de la part du directeur de la création et aussi des différents avis, opinions et analyses du propriétaire et du président. Je pense que ça a été trop rapidement évacué lors de la présentation pour se pencher sur des détails plus techniques qui sont pertinents. Comme j'ai trouvé l'exercice intéressant sur ce chapitre-là. C'est très bien que j'ai des sensibilités pour ça, mais je suis un peu déçu que le constat de départ a été trop vite évacué ou il y a eu un non-dit sur qu'est-ce qui fait qu'on doit finir l'histoire de l'Impact de Montréal. Oui, mais est-ce que si ce constat-là, je spécule, là, c'est, moi j'ai déjà avancé ces propos-là, je pense que je l'ai fait ici, que le nom impact, puis la relation que le marché, puis là je parle de toutes les niches, là, je parle de certains supporters, des fans de foot, le marché du soccer amateur au Québec, le Montréal Inc., les médias, si c'était vicié cette relation-là, parce que ça a trop souvent été géré croche, puis il y a eu des conflits avec des gens dans chacun de ces domaines-là. Peux-tu vraiment le dire quand c'est Joey Saputo qui ouvre ta conférence de presse? Effectivement, c'est peut-être ça l'une des limites de l'exercice parce que je pense que comme il va vraiment au-delà d'un exercice graphique et j'ai eu genre comme à partir du moment où on a quand même sur l'opportunité de. Je pense que la dernière fois qu'on a parlé à Joe Saputo, ça remonte à quand je pose la question comme ça, mais je sais pas. C'est quand la dernière fois qu'il a parlé de l'Impact de Montréal. Donc, Ben, c'était pas, pour y répondre à ça, c'est de mémoire, là. ouais. C'était pas quand il a présenté Kevin Gilmour? Il me semble que je suis même pas sûr qu'il fasse une apparition dans la campagne Impact montréalais. Comme vous voyez là, ça fait vraiment très longtemps. Et non, mais c'est vrai. Et donc voilà, c'est plus ça qui a été trop rapidement évacué parce que selon moi, si on n'est pas capable de faire enfin, je pense qu'ils ont sûrement fait le bon constat, mais si on peut pas faire ce constat-là, les chances qu'on répète les mêmes erreurs sont grandes. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé de voir quel était le point de départ. Oui, et là où je te rejoins parfaitement, puis c'est là où on ne peut pas avoir des réponses. On est sous le coup de l'émotion, d'un dévoilement, d'un changement que très peu de fans, surtout les purs et durs, avaient demandé. Mais dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est ça va s'exécuter comment? Et c'est ça le nerf de la guerre. À quelque part, c'est dans 18 mois qu'on va être capable de juger. Parce que moi, la grande question que j'ai, les gars, c'est ça fait beaucoup de bruit. Là. On s'entend que la réaction là, à chaud, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais la réaction à chaud, c'est principalement négatif. Ce qu'on entend, il y a peut-être plein de gens à la maison qui sont super contents, mais ils n'embarquent pas sur Twitter pour déverser leur fiel. Mais si tu enlèves
Ceux qui chialent en ce moment, et j'en ai entendu quelques-uns ou lu quelques-uns, qui chialent en ce moment, mais qui n'ont aucune intention d'aller au stade et qui n'allaient pas au stade de toute façon, et que tu enlèves aussi les commentaires de ceux qui chialent en ce moment, qui sont fâchés, mais qui vont continuer d'aller au stade de toute façon, est-ce qu'il reste vraiment beaucoup de négatifs? Je serais curieux, je ne le sais pas. Je pose la question. Sid, t'en penses quoi? Euh, il reste quand même de l'indifférence. J'ai testé le logo auprès de ces personnes-là, en ayant l'idée que le club de foot de Montréal veut rejoindre une autre. J'essaye, genre, excuse-moi. Le club de foot de Montréal veut rejoindre une autre cible et le logo en soi ne leur parlait pas. Donc mon échantillon était de 5 personnes, mais ça ne leur parlait pas. Sachant que ça vaut ce que ça vaut et on est tout à fait conscient. On va beaucoup parler de marketing et d'image aujourd'hui, mais on sait très bien qu'après, c'est le terrain qui est le meilleur marketing. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais en soi, l'effet wow est un effet pchit. On a vu des brands qui sont arrivés, un petit peu comme LAFC notamment, comme le L, le A, le A qui a justement qui a une L pour représenter Los Angeles. Donc, il y a tout de suite, oh, j'ai envie d'avoir une casquette, je sais même pas c'est qui les joueurs, ça me plaît. Ça, on l'a pas. Maintenant, si on est capable de mettre quelque chose derrière, et comme tu as dit, quand tu parles de 18 mois, c'est vrai, il faut laisser du temps, des actions concrètes. Et si on est capable de mettre quelque chose derrière, le logo, on s'habituera. C'est pas. Chose certaine, Jean, quand on va s'être remis de tout ça, un des objectifs affirmés, ça va être intéressant de voir comment ça va s'incarner, c'est de s'ancrer davantage dans la communauté, de représenter en fait la communauté de Montréal. Ouais, moi je l'aime bien, j'aime vraiment bien le logo. Et je vais revenir d'abord sur donc on a eu plusieurs fois, on a parlé. Non, parce qu'au début de la présentation hier, on a bien expliqué qu'il y avait eu quand même une prise de température au niveau du public, au niveau des gens. On en avait parlé plusieurs fois, et puis c'est quelque chose comme moi de mon côté, un petit peu je questionnais. Bon, ils l'ont fait. Donc voilà, déjà, il y a déjà une approche initiale qui avait été faite et c'est bien. Ensuite, au niveau de la communauté, écoute, ça rejoint pas mal ce que Kevin Yemor a dit quand il est arrivé comme président. Tu te souviens? Il a parlé du marché du marché potentiel qu'il y avait pour le club. Je pense que ça rentre pas mal dans la continuité, même si c'est X mois plus tard. Je pense que c'est une réflexion qui a été amorcée à ce moment-là. Tu vois. Je pense qu'il faut se mettre un petit peu dans ce chemin-là. Et qu'est-ce qu'on prend? On essaie de mettre sur la table les outils pour continuer dans ce chemin-là avec une visibilité plus grande. Et j'ai rigolé tout à l'heure, Sid, parce que qu'est-ce qu'il y a quand même depuis X années? C'est que qu'est-ce qui prend la place? C'est Impact. C'est pas Montréal. Tu dis l'Impact. Tu dis pas Montréal. Là, on va parler de Montréal. On va dire Club de foot Montréal. C'est un petit élément, moi, je pense personnellement, qui est important. Parce que c'est quand même au centre de toute la discussion qu'il y a eu hier, qui est de recentrer les choses sur Montréal. Et une application dans la communauté. C'est pas une erreur, d'ailleurs, c'est pas par hasard que les deux exemples ont été pris. C'est pour dire qu'il y a quand même eu du travail de fait. Les deux exemples qui ont été pris sont Barcelone. Bon, Barcelone, c'est le côté catalanisme assez intense, hein, on va dire. Et l'autre, c'est Zangpoli. Zangpoli, c'est un extrême aussi au niveau du club local. C'est un club de quartier à Hambourg, qui est quartier chaud, qui est un quartier où il y a eu beaucoup pour aider des gens en difficulté. C'est un club qui est super impliqué socialement, qui a toujours été impliqué socialement et qui existe quasiment pour une implication sociale. Donc là, c'est peut-être un extrême. Mais au moins, ça veut dire qu'il y a une idée de cerner et une envie de vouloir aller vers le public. C'est ça que moi, j'ai ressorti d'une partie de la conférence hier. Il y a évidemment toutes les possibilités que ça ouvre, ça, Sid. Mais maintenant, avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu hier, les limites
de ce nouveau brand, de cette nouvelle identité-là? Tu les vois où? Peut-être des embûches, si tu en vois? Bon, tout d'abord, c'est vrai que la réaction initiale, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais lorsqu'on fait la somme des réactions initiales, elles sont plutôt négatives. Après, il faut faire le tri. Il y a des personnes l'impact aura beau aligner Messi et Ronaldo, ils iront pas plus au stade et qu'ils auront toujours, pardon, le club de foot auront toujours une connotation négative à leurs yeux. Donc moi je pense que c'est des personnes, ou bien c'est le soccer en soi qui a une connotation négative à leurs yeux. Donc ça, je suis d'accord qu'il faut les évacuer. Je suis aussi d'accord avec toi sur le côté de fans plus attachés au club qui de facto iront quand même au stade. Mhm. Et c'est là que, par exemple, je rejoins peut-être pas Jean sur le côté consultation. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont démontré qu'ils n'ont pas eu l'impression de faire partie du processus. Et ça paraît sur, quand on parle de limites, il y a des petites choses qui auraient pu sauter aux yeux, notamment le fameux la sacrée bleue qui revient à plusieurs reprises, qui ne parle, alors voilà, pour le cas c'est vraiment exceptionnel, ça ne parle ni aux Français de France, parce qu'il y a personne qui dit ça en France, ni aux Québécois. Ça ne parle strictement à personne. Et je crois que si l'exercice était un peu moins en vase clos, il y a des petites choses comme ça qui auraient pu genre, comme être évitées. Maintenant, voilà. Donc, est-ce qu'une grande consultation aurait été possible? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'une façon de, voilà, de mieux tâter le pouls pour le positionnement, que je comprends et qui fait beaucoup de sens, et malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été. Thierry Henry, dans son intervention, et qui nous explique que les flèches signifient qu'on vient tous d'ailleurs et qu'on se réunit pour le but commun, d'aller droit devant, et aussi Mhm. que venant tous d'ailleurs, on est capable de se rejoindre justement pour Montréal et son club de foot. Mais ça, c'est génial. Mais c'est dit un petit peu comme ça par Thierry Henry, sans forcément que on passe assez de temps à nous expliquer ce genre de choses. Et je crois que voilà, il y a plein de il y a plein de petits aspects. Le logo est quand même un peu chargé. J'ai vu déjà des itérations magnifiques du même logo, hein, comme on enlève un petit truc ou autre. Où on aurait dit, bah, tu sais, comme club de foot répété 2 fois. Je pense pas que. Et je crois que voilà, c'est comme les limites ont été là en termes d'exercice de rebranding, je pense un petit peu trop fermé, malgré que l'exercice a quand même été, comme j'ai dit, c'était très intéressant. C'était intéressant. Il y a quelque chose qui ressort là, de ce que tu viens de dire. D'abord, ton commentaire sur Thierry Henry, puis ce qu'il dit par rapport au logo, ce que ça représente. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais pu l'expliquer davantage? Oui, je trouve qu'on est tellement dans les détails, par contre, en ce moment. Et souviens-toi, il y a des choses que Olivier Renard nous a dit à la fin de l'année 2020, qui nous a dit à son arrivée à la fin de l'année 2019. Puis c'est rien de révolutionnaire, c'est rien qui a expliqué en longueur, c'est juste que c'est répété et c'est cohérent d'une fois à l'autre. Et c'est là où, si dans l'exécution, dans un speech, par exemple, pour commencer la saison, tu as une vidéo de Thierry Henry qui parle à son équipe dans le vestiaire, puis ça fait partie du discours, mais là, tout d'un coup, avec le temps, ça rentre. C'est pas un exercice marketing, c'est pas un exercice d'image, ça fait partie de ton identité. Et je pense que c'est là le nerf de la guerre pour que ça réussisse, c'est que ça fasse partie de ton ADN, dans le fond. Puis là, le problème avec un rebranding comme ça, c'est que tu manufactures une nouvelle ADN à partir d'un groupe qui n'avait pas celle-là en partant. Et c'est là où ça devient un petit peu complexe. Le sacre bleu, j'ai le même feeling que toi, mais encore là, on en parle-tu encore dans 6 mois, ça? Moi, je pense que c'est genre comme que ça peut devenir un élément très constituant quand même de leur identité, puisque c'est des mots qui ressortaient un petit peu dans le document de présentation et qu'on voit déjà dans les médias sociaux que c'est utilisé et par le club et que est beaucoup utilisé par les partisans. Donc, je crois que d'ailleurs même, ce qui est intéressant, c'est que si c'est bien fait, ils sont capables peut-être je vois peut-être le club sacre bleu et que ce soit quelque chose au stade. Il y a moyen de. Mais pour préciser sur l'idée au niveau des flèches, justement, au niveau de parler des flèches, je suis d'accord avec toi, c'est du détail. Mais ce qui est derrière, et je crois que c'est là où je pense que la présentation ne s'est peut-être pas suffisamment élevée, c'est de dire, vous tous qui venez d'ailleurs, vous pouvez vous réunir et ça devient votre club. Peut-être que l'Impact n'était pas assez le club des Montréalais. Et la volonté du club de foot de Montréal, c'est de se dire, quel que soit, d'où vous venez, qui que soit que vous êtes, vous pouvez vous réunir et que ça devienne votre club. Et je crois que pour beaucoup d'aspects,
on aurait dû élever un petit peu et moins être sur un rebranding sur l'aspect technique et graphique, mais de vraiment affirmer plus fermement quelles sont les valeurs, quels sont les principes de ce nouveau club et qu'on comprenne tous en fait que c'est pas une nouvelle page comme beaucoup dit ou c'est pas un nouveau chapitre comme beaucoup l'ont dit, c'est un nouveau club. C'est un nouveau club et ça fait 2 ans que ça devient un nouveau club et je pense que là maintenant ils sont suffisamment à l'aise pour affirmer voilà, nous sommes un nouveau club. Tout ce qu'on fait depuis 2 ans tend vers cette différence qu'on veut marquer et ce n'est plus le club de Joe Saputo, c'est votre club et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites et qu'on passait moins de temps sur des technicalités selon moi. Jean? Je suis pas mal ce que dit Sid, simplement dans la réalité, dans la pratique. Tu peux pas arriver et dire ça. Parce que il y a quand même toute cette... Impact est toujours là, mine de rien. Et tu peux pas arriver en disant, bon, bah, regarde tout ce qui était fait avant, t'étais pas connecté avec le public. Parce que d'un coup, tu veux dire, bon, bah, on s'est pas mal planté là depuis X années. Donc, au niveau d'une présentation qui est faite publique pour quelque chose de positif au départ, tu peux pas arriver en disant c'était pas bon avant. Donc il faut l'amener peut-être d'une façon un peu différente. Mais par contre, moi j'ai trouvé que le message derrière, c'était notre idée, notre concept maintenant, c'est d'être ouvert à tous et d'être le club de tous les Montréalais, qu'ils soient d'ailleurs Montréalais ou Montréalais d'adoption ou transitaires d'ailleurs, parce qu'il y a toute un côté qui s'adresse aussi à un clin d'œil ou une main tendue vers l'étranger, en particulier on a mentionné l'Europe, et dire quelque part, ce sera peut-être pas non plus votre club, mais peut-être que ce sera votre club MLS. Peut-être qu'on aimerait être le club qui fasse ce pont un petit peu. Et j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de dire ça, de présenter cela. Je pense que c'était pas possible de le faire en disant il n'y avait pas de contact avec le public avant dans l'autre identité, dans l'autre version du club. Moi, ce qui me vient en tête, les gars, avec ça, on peut s'obstiner là, tant qu'on veut sur le look. Maintenant, c'est les principes qui ont dicté ces décisions-là, ces choix-là, ils s'incarnent comment dans la réalité. On n'aime pas, par exemple, que ce soit... Tu sais, tu as certains anglophones qui se plaignent parce que tu n'as pas le nom en anglais sur le logo. Et après ça, tu as des francophones qui se plaignent que Gilmore et Kingsley ont trop parlé en anglais pendant la présentation. À quelque part, tu as des choix à faire. Tu as décidé d'y aller avec du français seulement sur ton logo. Pour moi, c'est pas le fait que tu as fait du français seulement sur ton logo. C'est le fait que ça, à mes yeux, ça veut dire que plus jamais tu peux te retrouver avec une situation comme tu as eu en 2020 où pendant des mois et des mois, Thierry Henry, ton entraîneur, une légende, un gars qui fait du bruit partout sur la planète, n'est pas disponible pour tes médias francophones au Québec chez toi et qui part faire 40 minutes de podcast avec les Américains en anglais. C'est ça pour moi, exécuter dans le concret les valeurs qu'il y a derrière les choix que tu viens de faire. Le fait que ta devise maintenant ce soit droit devant, ça veut dire que tu ne peux plus jamais embaucher Rémi Garde comme entraîneur. Et j'ai rien contre Rémi Garde, c'est un profil de coach, c'est juste que là, tu as choisi d'être offensif, d'attaquer. Pour moi, ça cadre parfaitement avec ce que Olivier Renard avait dit. Souvenez-vous, quand il est arrivé, il a dit les fans ici, c'est certain, en fait, partout sur la planète, ils vont préférer un 3-3 qu'un 0-0. Là, tu as une devise qui va en ce sens-là. À quelque part, tu as un potentiel mariage entre ta business, tes opérations d'affaires et ton sportif. Mais il faut que tes choix soient cohérents. Si dans 1 an et demi, pour une raison quelconque, Thierry Henry n'est pas là, tu ne peux pas aller chercher un coach qui parque l'autobus. Et c'est là, moi, je pense, où on va découvrir si c'était un show de boucan ou s'il y avait vraiment quelque chose dans les fondations solides. Le flocon, là, on a tous fait une obsession avec ce flocon-là. Tu fais un match de série au mois de novembre où il neige à Montréal. D'un coup, ton flocon, il veut dire quelque chose. Parce qu'au mois de juillet,
ça devient encore ta devise droit devant. On est en juillet, mais notre objectif, c'est de se ramasser là où il fait froid. On est ici avec nos tucs, nos manteaux, et on est prêt à jouer un match de série à Montréal, comme quand c'était Patrice Bernier qui frappe l'écusson avec ses gants quand il marque un but lors du premier match de série face au Toronto FC en 2015, premier match de série à Montréal de l'histoire. L'affaire, c'est que ça ne fait pas partie de notre réalité, ça. L'Impact ne les fait pas, les séries. Et c'est simpliste, mais c'est là où je reviens. Je suis d'accord avec les gens qui disent c'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est là où tu vas être capable de nous dire si tout ça, c'est un show de boucan ou si tu as vraiment des valeurs qui te permettent de faire en sorte que ça se matérialise sur le terrain. Sid, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Effectivement, et c'est là que tout doit prendre son sens. Et je pense que même le droit devant n'a pas été aussi bien expliqué que tu viens de le faire. Je pense que le droit devant, c'est oui sur le terrain, mais c'est peut-être aussi de la prise de risque en dehors, même avec des partenaires, avec genre, comme une façon de communiquer, une façon de... Il y a beaucoup de choses qui... comment tu vas incarner? Sinon, je veux dire, les couleurs, les mots... En soi, c'est vide. C'est comment tu vas les incarner. Et c'est là que je suis d'accord avec toi, dans le sens que tu peux. Bon, moi, je peux dire comme les gens ils savent. Hein, moi, vraiment, la neige, tout ça, là, c'est bon. C'est pas vraiment quelque chose qui me parle. Mais si tu me dis que là, on va faire en sorte que le stade va accueillir des matchs et que on va incarner notre nordicité dans l'aspect de la neige, mais très bien. Mais moi, ça m'a manqué hier. Ça m'a manqué dans la présentation. Tout ce qui est incarner les valeurs que maintenant on met de l'avant. Il y a eu des demi-phrases et puis on est passé et on laisse à d'autres de faire cet exercice-là. Ouais, je présume que c'est moi l'autre Jean, il y a une des choses qui est revenue, évidemment, là, c'est cette idée que le flocon est une image qu'on utilise parce qu'ils sont tous différents, mais on se regroupe et on est capable de créer un collectif. Je ne m'attendais pas à ce que Kevin Gilmore nous annonce. C'est comme une mini-bombe qu'il a laissé tomber sans trop l'expliquer, que ce collectif-là, plus tôt que tard, pourrait inclure un pan féminin à son académie. Alors là, j'avoue que j'ai été du bravo, parce que c'est une petite idée. Je disais, ça serait vraiment bien, parce qu'il y a une vraie demande ici à Montréal. Et, mais tout en étant totalement d'accord que si tu veux le faire, tu le fais bien. Tu le fais bien et tu crées un environnement et des structures comme il faut. C'est pas juste pour dire que tu l'as. Et je comprends bien que financièrement, c'est un poste qui peut être lourd pour un club qui, au départ, n'a pas été créé avec cette vocation-là et qui, on l'a déjà quand même dit plusieurs fois, a quand même eu financièrement un petit peu de difficultés et on est surtout à une époque où ces difficultés-là, elles nous sautent aux yeux. Donc, je comprends bien que ça n'a pas été quelque chose qui a été mis de l'avant pendant longtemps. Mais que ce soit mentionné hier, au moment du rebranding de l'équipe, je trouve que c'est volontaire. Ça fait partie du même projet d'embrasser vraiment ça, avec aussi une mention de l'académie, qui était déjà dans l'air mais qui a été représentée aussi dans la discussion. Mais surtout, donc, la possibilité d'avoir les féminins. Je trouve que ça, c'est vraiment aller... ça fait partie de cette idée d'ouverture. Droit devant aussi de la mentionner, c'est la prise de risque, mais c'est aussi cette ouverture et cette volonté d'aller vers la communauté, d'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. Et ça fait... Disons que on va voir les gestes et on va voir le concret, parce que certains, et je crois qu'on est pas mal tous d'accord à notre façon, on l'a tous dit à un moment, tout ça, ça va être pour la somme, ça va être mis quelque part au niveau du concret et au niveau des gestes qui, dans les mois à venir, vont être accomplis. Mais au niveau de l'idée, je trouve que c'est bien et disons qu'on a envie de leur donner cette possibilité de continuer vers l'avant avec ce qu'on a vu hier.
Ouais, on va revenir sur ce sujet-là dans quelques minutes avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter dans notre segment Sujet chaud. Maintenant, si vous le voulez bien, on va basculer du côté du temps additionnel. On va aller du côté de l'Europe, plus particulièrement en Angleterre, Sid, où là, la FA Cup pour les Spurs, pas trop compliqué. Ah, non, effectivement, les Spurs qui ont eu la chance de tomber sur Marine, une équipe de 8e division, et il y avait le plus grand écart de l'histoire de la FA Cup entre une équipe. Il y a environ 160 places qui les séparait. On n'a jamais vu un tel écart entre deux équipes. Donc, ça a amené à un match plutôt folklorique où bah, justement les Marines accueillaient les Spurs et qu'on voyait des photos de quelqu'un qui est chez lui et qui montre derrière le grillage que bah, y a Gareth Bale qui est en train de jouer derrière le jardin, on dirait, à côté de chez moi. Et il y avait tout ce folklore qui est là à la FA Cup dont Jean nous a très souvent parlé au podcast. Et qui a retenu mon attention, c'est bon, c'est très bien en temps de Covid, ben, il n'y a pas de public qui sont au stade. Bon, en Angleterre, ils sont revenus à pas de public du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une boutique, une billetterie virtuelle qui s'est mis en place, qui a été soutenue par des joueurs, par Jamie Carragher, par Rio Ferdinand, Ian Wright, et qui a permis d'aller chercher 30 000 places, donc bien plus que le stade aurait pu accueillir, donc des places à 10 pounds, et a donc aidé, donc vraiment concrètement, financièrement, ce club, et il y a tous les clichés, je veux dire, ils sont tous, ils ont tous un métier à côté, parfois on voit les joueurs, bon, il manque un peu de rythme et tout, et tout le monde, en fait, l'Angleterre s'est pris voilà, comme pris d'amour pour le club, pour les Marines, et c'est beau. J'ai trouvé ça vraiment beau, comme cet élan de solidarité dans un match qui, bon, de façon anecdotique, a été remporté par les Spurs 5-0, mais l'histoire n'était pas là du tout. Et voilà, donc je voulais qu'on le mentionne. On l'aime, notre FA Cup. Je le sais que les entraîneurs, là, les Jürgen Klopp de ce monde, ont peut-être d'autres priorités, trouvent que ça fait un calendrier bien chargé, même quand c'est pas en temps de COVID, mais des histoires comme celle-là, c'est extraordinaire. Et pendant ce temps-là, Jean, il y a un certain Wayne Rooney qui a décidé, je le disais en début d'émission, de prendre sa retraite officiellement comme joueur. Lui qui était coach par intérim à Derby, devient coach à temps plein à partir de maintenant. Peut-être deux questions pour toi. D'abord, la première chose qui te vient en tête quand tu penses à Wayne Rooney, le joueur, c'est quoi? Puis là, si tu me sors un tacle avec le DC United avant de balancer un missile vers l'avant, je te lève mon chapeau parce que tu as toute une panoplie de choix. Mais la première chose qui te vient en tête quand tu penses à lui comme joueur, et deux, est-ce que ça te surprend de voir que Wayne Rooney se lance dans le coaching? Parce que quand tu regardes sa personnalité, je comprends qu'il a un gros bagage et un vécu extraordinaire, mais ça semble pas être le plus grand communicateur au monde. OK. Première image, non, moi ce que je retiens de Rooney, Euro 2004, et c'est le premier match sur l'Angleterre. Il joue contre la France. Et c'est cette nouvelle génération anglaise, c'est là qu'on voit Lampard, Gerrard, etc. Il y a quelque chose au milieu de terrain. Mais Rooney, il est dans ce match-là, et c'est son premier tournoi. Il n'est pas pro depuis si longtemps, en tout cas dans le milieu Premier League, ça fait 2 ans qu'il est arrivé à quoi. Il a débuté en pro à Everton. Et c'est le culot. Moi, c'est le culot qui montre dans sa façon d'aller face à l'équipe de France 2004, qui était quand même assez solide à ce moment-là, mais d'aller les chercher, il y allait régulièrement, dès qu'il avait le ballon, il tentait des choses et tout. C'est le culot. Et ça, j'avais trouvé ça franchement... m'avait estomaqué ce jour-là dans son match, même si l'Angleterre perd au bout du compte. J'étais dit, waouh, avec ce gars-là, ils sont capables d'aller faire des trucs. Parce qu'il apportait une valeur ajoutée. Il sortait complètement du moule, justement, Beckham, ou des attaquants anglais traditionnels qui étaient soit un Shearer, soit un Michael Owen. Il n'y avait pas autre chose. Et puis là, il montrait que tu pouvais être costaud et technique, que tu pouvais jouer en attaquant de pointe et un petit peu reculer, que tu pouvais avoir du ballon et regarder les autres, tu n'étais pas simplement un finisseur. Une panoplie de joueurs anglais qu'on ne connaissait pas vraiment bien. Bon, ça, c'est la première image que j'ai.
Et je trouve qu'à ce niveau-là, il a continué dans cette veine-là pendant des années. Deuxièmement, non, c'est sûr que je ne le voyais pas entraîneur du tout. Par contre, tu parlais de communication, si, je l'aurais vu peut-être dans des panels ou comme ça se fait beaucoup actuellement comme consultant, comme analyste, etc. Parce que non, c'est pas un extraordinaire communicateur, mais il était capable d'avoir la petite phrase, le petit truc qui vend bien à ce moment-là, quoi. Mais comme entraîneur, d'abord, arriver à Derby, où il y a un travail à faire en Championship, donc en deuxième division anglaise, qui est déjà pas évident. C'est un club qui a une grosse tradition, qui a quand même un gros vécu, et le prendre comme ça, c'est accepter un certain nombre de responsabilités, et avec le mandat, évidemment, derrière, de les faire monter en première ligue. Ça ne sera pas évident tout de suite, encore que l'année dernière, ils ne sont pas passés très très loin, et que l'année où Frank Lampard y était, ils ne sont pas passés loin non plus. Mais c'est un gros mandat. Donc, il est certain qu'il était arrivé là comme entraîneur-joueur et qu'à un moment, il a dit, bon, bah, ça suffit, et qu'il va se consacrer totalement à ce travail d'entraîneur. Il y a les moyens, parce que Derby a mis des moyens pour arriver là, et ce sera super intéressant à suivre là, dans les mois à venir. Oui, et tu parles d'un travail de panéliste, tu l'attendais peut-être là. Jamie Carragher puis Wayne Rooney ensemble sur un panel. Allô, la traduction puis les sous-titres, parce que ce serait pas... Franchement... Ce serait pas facile. On aurait besoin de Gary Neville pour expliquer tout ça. Allons avec les sujets chauds maintenant. Jean, on va commencer avec une question de Matt Heavy qui nous demande: croyez-vous aux chances de Manchester United? Et penses-tu qu'on est en train de poser cette question-là, puis elle est pertinente en plus? Je ne peux pas croire. Croyons-nous aux chances de Manchester United de gagner la Premier League? C'est encore la grosse question. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils sont sur une série dont une victoire en milieu de semaine contre Burnley qui leur permet d'être en tête du championnat devant Liverpool. Et ça tombe au moment où ils doivent jouer Liverpool ce week-end, à un moment où Liverpool n'est certainement pas au mieux. Donc là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on dit? Regarde, ils ont la possibilité de faire un énorme coup et de prendre un petit peu plus d'avance dans une première ligue qui n'a jamais été aussi serrée depuis plusieurs années, au mois de janvier. Donc, ce serait non seulement un gros coup, mais ce serait aussi la confirmation, parce qu'il y a toujours ce débat depuis 1 an et demi, Solskjaer oui, Solskjaer non. Donc, là, c'est vraiment un moment important, parce que si ça ne marche pas, il y aura clairement un effet rétro, c'est-à-dire qu'on reviendra un petit peu en arrière en disant ouais, c'est pas mal, mais ils sont quand même pas au niveau, et ce sera vraiment dur. Ils réussissent quelque chose, et réussir quelque chose, même un solide match nul serait pas mal. Là, on dira ok, ils sont armés pour le faire, parce qu'il y a toujours cette discussion: est-ce qu'ils sont armés pour être champions? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Pour l'instant, on dit Solskjaer, il est capable de monter une équipe qui est capable de jouer en contre, qui est capable de jouer des attaques rapides, mais elle n'a pas de joueur derrière. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a rien. Et il y a clairement des trous au niveau défense. Est-ce qu'ils sont bons ou pas avec Pogba? Pogba fait un super match en milieu de semaine. D'un seul coup, il devient le joueur qui peut les amener vers le titre. Donc, il y a encore beaucoup de questions. Est-ce qu'ils peuvent y répondre en fin de semaine? S'ils font un bon résultat, je pense qu'on en aura une bonne partie de la réponse là. Je le répète, je ne peux pas croire qu'on est en train de poser cette question-là. J'aurais jamais pensé ça il y a 1 an. C'est donc il va avec la question de Paolo maintenant, qui nous demande: que pensez-vous de l'impact, jeu de mots pleinement assumé, de l'impact créé par le CF Montréal, qui a monopolisé toutes les tribunes sportives de Montréal après le lancement de son image de marque? Je pense que c'est très salutaire. Comme tu l'as mentionné, avec le premier match des Canadiens, il y avait une possibilité de passer peut-être à côté au niveau de la couverture. Maintenant, on montre que il y a un public d'une part pour le foot. Il y a aussi tous les moyens des médias sociaux qui te permettent de rejoindre le monde que tu veux rejoindre. Comme tu sais, on le rappelle, mais
la conférence de presse a été diffusée sur 3-4 plateformes en même temps via les médias sociaux. Donc ça montre une évolution de vraiment de tout ce qui est l'intérêt consacré au soccer et aussi ce public croissant qui a une grande curiosité. Je pense que j'ai vu aussi beaucoup de commentaires de personnes qu'on considère qu'on étiquette comme Eurosnob. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées aux événements d'hier, et c'est positif. Ça en soi c'est positif. Que ça aurait été quand même très très malheureux que l'Impact que le club de foot fasse une telle annonce et que ça passe à côté. Inquiète-toi pas, tu vas t'habituer à un moment donné, puis l'impact, ce sera plus ton réflexe. Ça va te prendre un mois à peu près. Puis on va y arriver. Il y a Seb Brou maintenant qui nous demande, Jean, est-ce que vous pensez que Kevin Gilmour s'est aliéné les Ultras quand il a dénigré leur nombre? Là, je suis pas certain de à quel propos on fait allusion. Je sais que j'ai entendu Kevin Gilmour dire, lorsqu'on a posé une question par rapport aux Ultras, vous savez, ils sont 200 quelques dans un stade de 20 000, puis dans une population qui est évidemment beaucoup plus grande que ça. Peut-être que le mot dénigré est bon, peut-être que c'est fort dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que faire allusion à un nombre qui n'est pas la moitié du stade, là, ils ne sont pas 10 000, les Ultras, c'est les dénigrer? Non, je n'ai pas pris comme ça du tout. Je vois à peu près, je vois le moment et le segment dont on parle là. J'ai pas du tout eu l'impression que c'était dénigré. Je crois que c'était dire, bon, regarde, il est clair que les Ultras sont une partie du public et qui est un noyau dur et sur lequel il faut clairement appuyer, mettre un nombre d'efforts pour être sûr qu'ils reviennent et qu'ils continuent cet effort qui est important, parce que si tu n'as pas d'ultra, si tu n'as pas ce noyau-là au stade, tu as moins envie d'y aller quand même. Hein. Mais c'est aussi évidemment le fait qu'il y a 19 000 et quelques autres personnes qui sont là, qui ont besoin de l'entrain qu'apportent les ultras pour devenir plus nombreux. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Mais je n'ai vraiment pas senti du tout un côté dénigrant ou certainement pas minimisant le rôle des ultras dans le club et au stade. Ça, c'est à nos yeux. Sid, maintenant, si tu essaies de te mettre dans la peau d'un ultra, as-tu l'impression qu'eux, par un commentaire comme ça, vont se sentir aliénés? Puis là, c'est un jugement de ma part, là, mais les ultras, c'est une qualité, ça peut être un défaut aussi, ils sont très revendicateurs. As-tu l'impression que ça va avoir passé de travers? Oui, non, c'est certain. Je pense que réduire leur influence avec le nombre, ça passe mal de leur côté, parce qu'on sait très bien qu'ils sont un très grand constituant de l'ambiance du stade. Toutes les fois où ils ont boycotté, on a vu une différence nette. Donc le club, de manière générale, un club a besoin de ses supporters. Un club n'existe qu'au travers de ses supporters. Et puis en particulier, on a des ultras, des personnes qui consacrent encore plus de temps et d'énergie et de passion à supporter le club, mais en même temps, à supporter les joueurs parfois plus que le club. Il y a une petite nuance. Et dans le processus, comme tantôt je disais, d'un processus qui a été un peu en vase clos, dans lequel il n'y a pas eu de consultation, c'est certain que ça n'aide pas ce type de commentaires, mais encore une fois, si on veut aller droit devant, on est capable de passer à autre chose. On est capable de s'asseoir avec ceux qui ont le goût de parler et de prendre des actions pour changer le tout. Sinon, il y a une forme d'ironie. Quand l'Impact de Montréal a montré sa nouvelle identité en arrivant en 2012, les groupes de supporters aussi ont mal réagi. Donc, on est un petit peu, c'est comme un peu l'histoire qui se répète. Mais si on veut passer à autre chose, dans le fameux droit devant, c'est possible, c'est tout à fait possible. Oui, et en ce sens-là, voyant la réaction en ce moment, si tu avais un match dans quelques semaines, là, mettons que tu commences au mois de mars, moi, je suis pas certain que je voudrais avoir un match au stade olympique, au stade Saputo, quelques semaines après une annonce comme celle-là. Je sais que plusieurs se disaient, on est en temps de pandémie, les matchs sont à huis clos, c'est pas le moment de faire ça.
Moi, ma position, c'était qu'au contraire, c'était justement le moment de faire une grosse annonce comme ça, qui peut être fracassante, qui peut être déchirante pour certains, puis après, ben, tu donnes le temps d'assimiler avant de revenir au stade. Et avec le recul, c'est très peu de recul, là, quelques heures seulement, mais je pense que c'est exactement ce qui serait arrivé. Et là, c'est mieux d'avoir du temps pour avaler cette pilule-là. On y va avec une dernière question, c'est celle de Matt Lemay. Quelle serait, c'est pas la moitié d'une question, quelles seraient les actions concrètes à apporter par la direction du CF Montréal pour embrasser la ville, remplir le stade de façon constante, ça c'est un mot important, et amener les fans de l'Impact à adopter ces changements dans la continuité, évidemment, de la présentation qu'on a vue hier? Go! Ça, c'est la liste de postes pour être directeur de la co-création. Mais, bon, si on s'y penche, je pense que l'ancrage communautaire est important. On l'a vu en filigrane dans l'impact montréalais, et on en a déjà discuté aussi au podcast. L'impact le club de foot de Montréal doit exister plus dans sa communauté au travers d'actions spécifiques, au travers de soutien de d'autres petits groupes de supporters, de soutien de bars qui diffusent le foot, de soutien de tournois, de soutien de tout. L'impact doit vraiment utiliser la force de sa position pour continuer à nourrir la culture soccer à Montréal. Donc ça, concrètement, exister. C'est pas, faut pas, on sort vraiment de la vision de Joey. J'ai posé la cathédrale, vous devez venir. Non, là maintenant, c'est à eux d'aller porter l'évangile. C'est auprès de la communauté soccer. Ça, c'est quelque chose à faire. Après, bon, on va évidemment les fendre dans la pièce. Il faut gagner, hein, c'est tout. Mais je crois qu'ils doivent continuer à tendre la main au niveau vraiment culturel, au niveau social, au niveau économique, et d'aller véritablement faire en sorte que le foot prenne toute sa place dans la société québécoise. Ouais, et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, la fracture, dans le fond, avec comment on se comportait ou on communiquait dans le passé. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Quand Kevin Gilmore dit qu'en tant qu'organisation sportive, c'est un privilège d'avoir la possibilité de représenter une ville et sa population et qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ce privilège-là. Ce qu'on faisait hier, selon l'Impact devenu le CF Montréal, c'était d'embrasser, de prendre ces responsabilités-là. Et parler d'un privilège d'être là et de représenter la population, on est loin, s'il vous plaît, de je comprends pas pourquoi les gens viennent pas, c'est décevant, il n'y a pas de buzz. Nous, on n'a rien d'autre qu'on peut faire, c'est aux gens de se déplacer au stade, puis on comprend pas. Il faudrait que quelqu'un m'explique. Et ça, c'est ce que Joey Saputo avait dit il y a quelques années, là, c'est en 2015, si je me souviens bien. Je comprends pas pourquoi les gens viennent pas au stade. Regardez ce qu'on a fait à ce stade-ci, ben, on devrait avoir un stade plein à tous les matchs. C'est complètement, il y avait comme un sentiment de droit acquis parce qu'on avait amené une équipe de MLS, avec raison. C'est vrai, c'est gros là, ce que Joey Saputo a fait au fil des ans, mais il y avait comme un... Moi, j'ai fait ça à cette heure, on devrait se déplacer, on n'a rien d'autre à faire. Là, c'est le contraire. C'est nous, on a le privilège de vous représenter, on a des responsabilités qui viennent avec et on tente de les assumer. Et pour conclure sur les gestes concrets, moi, ça reste à quelque part un cheval de bataille et je le sais que ça ne veut pas dire que c'est un gars qui va jouer toujours. Ça ne veut pas dire que c'est un gars qui va être le meilleur joueur de ton équipe. Il ne sera jamais. Samuel Piette, par contre, doit devenir le capitaine de cette équipe-là. Quand tu entends Thierry Henry dire les flèches qui vont toutes vers un but commun, quand tu entends on veut incarner, représenter Montréal, quand tu entends que c'est une place à Montréal où tu as des gens qui viennent de partout ailleurs et la ville les rassemble, c'est qui parle 3-4 langues dans cette équipe-là? C'est Samuel Piette. C'est qui vient de Montréal? C'est Samuel Piette. Pour moi, c'est clair que lui doit devenir le capitaine de cette équipe-là. Et c'est peut-être un petit élément. Est-ce que ça va faire un fracas? Non. Mais si tu as un autre Yuka Raitala qui devient capitaine, là, pour moi, hier, c'est un show de boucan. Si tu as un Samuel Piette qui devient capitaine, même si tu vas chercher un autre Didier Drogba, ben Drogba va évidemment être 100 fois plus gros que Samuel Piette, mais c'est lui qui incarne ce que tu es. Après, tu vas chercher des grosses stars, il n'y a pas de problème. Ce sera même eux qui pourront faire les speeches dans le vestiaire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et celui qui représente la nouvelle ADN, à mon sens, c'est Samuel Piette. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir si, Thierry Henry pense comme ça, et deux, si la direction va peut-être donner
un petit nudge, un petit coup de coude à Thierry Henry en disant, tu sais, si ça cadre à peu près dans ce que tu veux faire, nous, ça ferait bien notre affaire parce que ça donne beaucoup de cohérence à notre discours. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Quand Thierry Henry sera revenu de Londres, peut-être qu'on aura quelques réponses. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris. Écoute, on n'est pas loin d'une heure là, pour jaser d'un logo. On aime ça les flocons ou on n'aime pas ça? Ben, c'est ça. Je vais te laisser rire jusqu'à la semaine prochaine, puis on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. Vous pouvez partager, écouter et partager le contenu à toutes les semaines sur le rds.ca/balado-diffusion et sur toutes les autres plateformes. Posez-nous vos questions toute la semaine avec le hashtag LDSF. Passez une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Merci. Merci.